Oui, oui, je sais, j'avais dit que je couperais les updates lecture en deux. J'ai fauté. Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble mon bilan lecture du mois de mars. Je sais, j'avais dit que je ferais deux vidéos, que j'allais scinder mes updates lecture en deux pour que ça soit un petit peu plus digeste à regarder parce qu'elles étaient beaucoup trop longues ces vidéos. Sauf que mon rythme de lecture a été un petit peu perturbé, donc je pense que ça va rentrer dans une seule et même vidéo. C'est pourquoi on va faire mon bilan du mois de mars. En effet, je n'ai pas lu autant que j'aurais voulu, j'ai perdu mon rythme de lecture habituel, comme vous en doutez avec la reprise du travail. Je le dis encore une fois, mais je vais pas non plus le répéter à chaque vidéo. Quoi qu'il en soit, mon rythme de lecture a diminué. J'en ai été grandement frustrée, en vrai. Donc j'ai décidé de dégommer ma pile à lire de graphique pour essayer de descendre un petit peu cette pile à lire globale à 3 chiffres. Forcément, mon organisation en termes de lecture, création de contenu, etc. a été grandement perturbée, comme vous l'avez remarqué, je le pense. Donc le temps que je me fasse un petit peu à tout ça, je pense que ça va un petit peu bousculer pas mal de mes habitudes et pas mal de choses que je faisais régulièrement sur ma chaîne. Donc pour le coup, cette fois-ci, update lecture en entier. Je dois me répéter quand même pas mal parfois, je vous jure, j'ai l'impression d'être un perroquet. Perroquet Aurélie. Quel serait mon nom de perroquet? Coco? Donc, beaucoup de graphiques à vous présenter dans cette vidéo. Je suis désolée pour ceux qui n'en lisent pas, mais franchement, restez parce qu'il y a quand même des pépites dans le lot. Donc j'espère que vous pourrez vous laisser tenter par un ou deux graphiques suite à mes recommandations. Mais avant de rentrer tout de suite dans la présentation de ces livres, on va faire un petit point sur les statistiques. J'ai lu un total de 18 livres au mois de mars, dont 12 graphiques au total. Donc autant vous dire que j'ai essayé de compter et de carburer là-dessus pour gonfler mes chiffres. On a aussi 4 romans et un audiobook. Tout ceci pour un total de 5373 pages. J'aime bien avoir cette statistique là parce que franchement j'ai l'impression d'être une warrior et de me dire t'as vu la montagne de papier que t'as lu? Dans ce nombre de pages lues, j'ai compté un certain ouvrage dont je ne vous parlerai pas ici pour la simple et bonne raison que je ne l'avais pas terminé au mois de mars. Je l'ai terminé début avril, il me restait plus beaucoup de pages, mais bon, je me suis dit le pavé que je me suis trimballé tout au long du mois, il va quand même un petit peu me compter dans mes statistiques, au moins pour les pages. Aucun abandon dans le lot, donc franchement c'était un mois riche en bonnes lectures, même s'il y en a certaines qui sont un petit peu en deçà que d'autres, c'était quand même un mois franchement sympa. Donc comme d'habitude je vais commencer avec les graphiques. Personnellement quand je sens poindre la panne de lecture ou que je sens que mon rythme de lecture est vraiment entravé par certaines obligations personnelles ou quoi que ce soit, je me tourne facilement vers les graphiques parce que ce sont des lectures courtes, qui se lisent vraiment rapidement, qui ne me prennent pas la tête et qui arrivent quand même à m'évader. Donc franchement j'ai misé un max dessus pour ce mois-ci. Une nouveauté de chez Albin Michel que je me suis achetée, il s'agit de Autrice de ma destinée et je crois franchement que mon trope préféré, c'est quand des personnages se retrouvent réincarnés dans un univers totalement fictif, un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Et là, on se retrouve avec l'autrice d'un roman qui va se retrouver projetée du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, dans le corps de l'antagoniste principal de son histoire. Une mage surpuissante qui va se laisser dominer par sa colère au point de vouloir complètement détruire le monde et accessoirement l'héroïne du roman. Notre héroïne se retrouve dans le corps de Fiona, l'antagoniste donc, mais encore, elle est toute jeune dans cette période de l'histoire, donc c'est encore qu'une enfant, et elle va tout faire pour ne pas devenir la méchante de l'histoire, même si les guerres font rage autour d'elle et qu'elle va se retrouver à prendre part à ces guerres-là. C'est un premier tome, donc encore une fois je ne pourrais pas vous en dire grand chose étant donné que ça reste quand même assez introductif de l'univers, de l'histoire et des personnages, mais en tout cas tout cela me semble assez prometteur. Est-ce que mon avis n'est pas un petit peu biaisé par le fait que j'adore vraiment ce trope? En plus de ça, Fiona va rencontrer donc un petit peu plus tôt que prévu, il me semble, le héros de l'histoire, le personnage qui va devenir le grand amour de l'héroïne et accessoirement aussi la tuer. C'est celui qu'on voit juste ici, mais encore les deux personnages qu'on voit là, franchement très beaux, mais ils sont pas dans cette forme là quand on les rencontre dans le webcomic parce que là ils sont adultes et ils sont encore dans le premier tome, ou du moins je ne connais pas le reste, ils sont encore enfants. Donc forcément, dilemme crucial quand elle va le rencontrer, est-ce qu'elle doit le laisser périr aux mains de monstres horribles ou est-ce qu'elle va essayer de le soigner, de se faire bien voir par ses petits yeux pour espérer ne pas finir empalée sur son épée? Parce que Fiona est bien décidée à modifier son destin, ok, mais il ne faut pas non plus qu'elle se retrouve à chambouler toute la trame de l'histoire parce que de 1, elle va plus connaître les événements en avance et en plus de ça, elle pourrait produire beaucoup plus de dégâts. En tout cas, j'aime beaucoup et j'ai franchement hâte de découvrir la suite. Je crois qu'il sort ce mois-ci ou le mois prochain, le tome 2. Et en plus de ça, Fiona est quand même une adulte dans le corps d'un enfant, donc ça donne lieu à des situations assez drôles et elle va éveiller un petit peu aussi les soupçons de son entourage parce qu'elle va se retrouver pas avec sa famille, enfin bref, vous le verrez. Vraiment, le doute va un petit peu émerger au niveau de cette petite fille. Elle a une grande connaissance, elle sait des choses qu'elle n'est pas censée savoir à son âge, donc elle risque peut-être finalement
finalement se mettre aussi plus en danger. J'ai aussi reçu de la part des éditions Cotoon un webcomic qui a été adapté en série Netflix. Faudrait que je la regarde d'ailleurs parce qu'en lisant le tome 1, j'étais franchement dedans et je me dis bah s'il existe une série, je peux vraiment me taper des barres avec celle-là, donc faut vraiment que je la regarde. Il s'agit de Business Proposal, le tome 1 que j'ai reçu donc et qui est une romance contemporaine bourrée d'humour. Harry, qu'on découvre ici dans la couverture, est une jeune femme qui a accepté d'aller à un rendez-vous arrangé à la place de sa meilleure amie. Elle se fait passer pour elle en fait, puisque son père, à cette meilleure amie, a décidé de lui organiser toute une série de rendez-vous arrangés pour pouvoir la marier. Elle en a marre, donc elle demande à Harry d'y aller cette fois-ci à sa place et de faire une méchante impression pour que surtout il fuit le type, il ne revienne plus jamais et qu'ils disent non, je ne veux pas être avec cette femme-là, il n'y a aucun moyen. Et le rendez-vous en question, croyez-moi que je me suis vraiment tapé des barres, j'ai vraiment ri devant ce webcomic parce que c'était du grand n'importe quoi. Genre, elle a vraiment peur de rien, Harry, pour pouvoir se mettre dans cette situation-là. Et quand tout homme logiquement constituée aurait fui à la minute même où elle commençait à faire son spectacle, lui veut carrément l'épouser. Incompréhensible la chose. Si c'est compréhensible du coup parce que lui aussi a ses propres motivations. Puisque lui ce qu'il veut c'est justement qu'on lui foute la paix aussi de son côté parce que c'est son grand-père je crois qui le pousse à se marier et à fonder une famille, sauf que lui tout ce qui l'intéresse c'est son travail, c'est sa carrière, donc il va avoir là un peu une sorte d'échappatoire, il va dire je vais épouser la première que je vais voir, comme ça au moins on va me foutre la paix. Et en parlant de travail d'ailleurs, chose qui est très drôle, c'est que Harry est l'employé du monsieur. Sauf que comme Harry était déguisé, il ne l'a pas reconnu. Mais ce type-là est le patron de Harry. Donc forcément, cette histoire qui commence à prendre beaucoup d'ampleur peut prendre aussi beaucoup de proportions au niveau de son boulot à elle. Et elle n'a pas envie de perdre son boulot. Donc forcément, on va tomber sur une histoire très comique, énormément d'humour. C'est vraiment à prendre avec de la dérision parce que c'est du grand n'importe quoi, mais en même temps, c'est très drôle. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les webcomics, c'est pouvoir avoir cette légèreté-là et cet humour. D'autant que plus que lui, il ne va rien lâcher pour la revoir et qu'elle, elle va tout faire pour fuir et le faire fuir encore plus. J'apprécie le fait qu'on se concentre aussi sur ce qui gravite autour des personnages principaux et autour de l'histoire principale pour que chaque personnage, même secondaire, puisse évoluer dans sa propre petite bulle en fait avec sa propre histoire et ses propres problématiques. Un premier tome qui me donne très envie, comme je vous le disais, de regarder la série Netflix maintenant, mais je suis prise entre deux feux. Je me dis que j'ai très envie de la regarder mais j'ai pas envie non plus de me spoiler ce qui va se passer dans les prochains tomes. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Encore un premier tome que je me suis procuré cette fois-ci chez les éditions Cap Books. Il s'agit de Untouchable Lady qui a une très belle couverture printanière et croyez-moi qui est une très bonne lecture aussi pour le printemps. Et non, nous ne sommes pas avec un trope encore une fois d'isekai ou de jeune fille qui se réincarne dans un autre univers, mais plutôt avec une jeune demoiselle qui a, comme un chat, 9 vies. Ilys est un petit peu le souffre-douleur de sa famille et ça nous rappelle un petit peu des vibes de Seule la mort attend la vilaine. Et dans chaque boucle temporelle de ce que j'ai pu voir, il me semble, elle crève à chaque fois à la place de sa petite sœur adoptive qui est la chouchoute de la famille. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent finalement dans les webcomics, même dans les mangas où il y a un personnage qui est vraiment le vilain petit canard de la famille, qui est détesté par tous les membres, on sait pas forcément pourquoi et qui est totalement martyrisé, alors que de l'autre côté ils ont vraiment un personnage chouchou qui semble être vraiment le saint d'entre les saints, le gosse béni des dieux, enfin voilà le mythe, il pourrait le mettre sur un piédestal si ce n'est pas ce qu'ils font déjà. Bref, lors du boucle temporel, Ilys en a absolument marre d'être utilisée de la sorte par sa famille, donc elle va dire j'en ai absolument rien à faire, je vais tous les envoyer paître. Et là elle ne va plus être la fille gentille et docile que tous connaissent et au contraire elle va bien s'affirmer et elle va vraiment les envoyer chier. Clairement. D'autant plus quand la magie s'en mêle, une magie vraiment ancestrale qui se transmet de génération en génération, qui est absolument puissante et printanière, donc vraiment parfait pour la saison. C'est un webcomic franchement assez court et il est au même prix que d'autres pour le coup, donc ça peut être un petit peu réticent de se jeter là-dessus, mais franchement il vaut le coup. Je trouve que le tome 1 est vraiment prometteur, les dessins sont vraiment trop beaux, donc j'ai vraiment eu un petit coup de cœur quand même si je peux dire pour ce tome-là. Ilys est vraiment une jeune femme puissante qui va essayer de se construire seule, mais se construire aussi sous la crainte, donc en inspirant la crainte finalement tout autour d'elle, donc c'est à se demander si elle ne va pas finalement devenir la méchante de l'histoire. En tout cas elle ne va plus du tout se laisser marcher sur les pieds et elle va tout faire pour établir des alliances avec d'autres familles de nobles et d'autres familles de magiciens qui semblent aussi avoir leur certaine puissance. Je crois qu'on va jouer aussi au niveau de ce webcomic avec des intrigues politiques, de cour, mais aussi le fait que plusieurs familles vont se disputer pour une magie, pour se l'approprier. Bref, ça nous promet de très belles choses pour la suite. Toujours un webcomic qui met en scène cette fois-ci notre monde contemporain qui va connaître la vérité
véritable apocalypse. J'ai lu Omniscient Reader's Viewpoint, c'est pas facile à dire quand même comme titre, qui a été publié chez Pika. Que feriez-vous si vous étiez tranquillement assis dans le métro en train de lire votre web roman préféré et que l'apocalypse s'abat sur la Terre? Ça ferait un petit peu flipper quand même. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour notre héros de ce webcomic là, qui va se retrouver à avoir l'apocalypse qui s'abat dans le métro, dans des événements étrangement similaires à sa lecture. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être pas, mais en tout cas c'est tout l'objet de ce webcomic. Dans ce premier tome, on est donc avec l'arrivée de la fin du monde, avec une sorte de créature qui est toute mignonne mais franchement dangereuse, qui va nous expliquer qu'on est dans une sorte de télé-réalité où le but est de tout simplement survivre. On va comprendre rapidement les enjeux et ces règles de cette télé-réalité là, et en plus de ça on va se retrouver avec du mécanisme de jeu vidéo, donc boîte de dialogue, inventaire, quête, etc. Ça vous rappellera peut-être Solo Leveling, et ce n'est pas pour rien parce que ce sont les mêmes créateurs. Une ambiance bien différente toutefois, parce qu'on est ici vraiment avec un post-apo limite de la science-fiction. Du moins avec les éléments qu'on nous laisse sous-entendre, j'ai l'impression qu'on va être sur un petit brin de science-fiction. En tout cas le mix télé-réalité, jeu vidéo et l'apocalypse, ça a bien matché avec moi, d'autant plus que le tome 2 est annoncé pour très prochainement, encore une fois ce mois-ci ou le mois prochain. Donc je suis très impatiente de découvrir la suite. Par contre attention, les scènes sont quand même assez violentes, pas mal sanglantes, donc faire attention à qui on le met dans les mains. Et puisqu'on parle de Solo Leveling, j'ai d'ailleurs lu les tomes 5 à 10 de ce webcomic là qui est publié chez les éditions K-Books. Alors techniquement c'est une relecture des tomes 5 et 6 et ensuite j'ai enchaîné jusqu'au 10 et je ne l'ai pas avec moi pour vous le montrer pour la simple et bonne raison que mon chéri est en train de dormir, que j'ai oublié d'aller les chercher parce qu'ils sont dans sa bibliothèque. Donc je vous mettrai juste ici l'affiche du coup pour voir un petit peu de quoi je parle, je vous mettrai juste l'affiche du tome 10 et ça fait quand même un moment qu'il traîne dans ma pile à lire et je pense que c'est le fait d'avoir regardé l'animé avec mon chéri sur Crunchyroll qui m'a donné envie vraiment de me remettre à cette lecture. Je ne suis toujours pas à jour parce qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis entre temps. Pour ceux qui ne connaissent pas Solo Leveling, on est dans notre monde à nous où des failles se sont ouvertes un petit peu partout sur le globe. Ces failles ce sont littéralement des donjons et par ce biais-là, les humains ont aussi connu une sorte d'éveil pour devenir des chasseurs. En gros, on se retrouve avec un donjon et dragon mais dans notre univers à nous. Et notre cher protagoniste, dont je ne me souviens jamais le nom, va connaître un destin des plus particuliers et je n'ai pas envie de vous spoiler parce que vraiment si vous ne connaissez pas le tome 1, je trouve que c'est une belle surprise la fin. En plus de ça, si vous aimez les jeux vidéo et les shonen, mais franchement ce graphique est parfait pour vous. Vous allez vraiment vous éclater du début à la fin. Et si vous aimez vraiment pas les graphiques, franchement laissez-vous tenter par au moins l'animé parce qu'il vaut le coup. Je crois d'ailleurs que cette série va compter 14 tomes, donc il y a de quoi faire, mais en plus de ça elle est bientôt terminée parce que je crois qu'on est au 13 ou 14 justement. En tout cas moi je suis grandement convaincue par cette saga de webcomic, franchement c'est un véritable régal autant pour les yeux que pour l'histoire, que pour tout le système de jeux vidéo qui est complexe et on en découvre de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire et le but est de savoir aussi quelles sont ces failles, comment elles sont arrivées là, qu'est-ce qui est derrière tout ça, qu'est-ce que ça implique davantage. On a beaucoup de réponses déjà dans les 10 premiers tomes donc j'ai très hâte de poursuivre avec la fin. Et on passe maintenant avec les bandes dessinées et c'est une nouveauté qui est parue très récemment chez les éditions Dupuis. Il s'agit des mondes perdus, donc le premier tome, le crâne de Lu Bantun. Et franchement je suis tombée amoureuse des dessins, les planches, les couleurs, tout ça c'est absolument magnifique. Il y a un travail vraiment formidable sur tout ce qui est décor, les paysages, les détails quoi, vraiment sur tous les planches, tous les dessins. C'est vraiment un travail minutieux et j'ai vraiment adoré me plonger dans ces planches, dans cette lecture. Franchement c'était un véritable régal pour les yeux. Et concernant cette histoire, nous sommes avec Amy, une jeune adolescente qui est fascinée par les sciences naturelles et par l'histoire. Elle ne rêve que d'une seule chose, c'est de partir en exploration avec son père sur des fouilles archéologiques. Et après de vives négociations quand même, ils l'acceptent et ils embarquent ensemble à la découverte des terres mayas et d'une ancienne légende. C'est un tome 1, donc encore une fois c'est assez court finalement pour donner un avis assez complet puisque c'est assez introductif et je pense que vous allez avoir à chaque fois une histoire, une fouille archéologique au moins du moins par tome. Ici nous sommes avec cette ambiance maya. Mais en tout cas j'aime énormément l'ambiance qui se dégage du roman et les dessins comme je vous le disais. Vraiment toute la relation entre les personnages, la présentation des personnages en eux-mêmes aussi, de l'intrigue, de l'histoire et de la culture aussi qu'on va finalement découvrir au fil des pages. J'ai vraiment trouvé ça passionnant, c'est super sympa, même si c'est de la jeunesse, c'est très accessible pour un grand public, on s'ennuie pas. Beaucoup de couleurs et en plus à la fin vous avez un espèce de petit carnet de voyage, un petit carnet d'exploration de Amy qui va nous retracer tout ce qu'elle a découvert avec les paysages, les quelques dessins, les animaux, la faune et la flore et toute la culture qu'il y a aux alentours, les légendes. Franchement j'ai trouvé ça super sympa d'avoir mis ce petit bout à la fin. Je ne sais pas à partir de quel âge ils l'ont mis sur le site internet, ça vaudrait le coup de voir, mais franchement très
très bonne lecture. Et c'est la toute dernière bande dessinée, le tout dernier graphique aussi que je veux présenter, et encore une fois c'est de la jeunesse. J'ai donc lu le dernier tome du grimoire d'Elphie qui est publié chez Draco, et heureusement que je l'ai lu parce que comme vous le voyez à la couverture, c'était parfait pour l'hiver, donc plus j'attendais et moins je l'aurais lu. Je ne l'aurais même pas du tout lu. Ça aurait quand même été mieux à la période de Noël, mais bon, j'ai évacué à d'autres occupations à ce moment-là. Nous y suivons donc 3 sœurs dans le grimoire d'Elphie, dont Elphie bien sûr, qui sont donc orphelines et qui ont décidé de partir à l'aventure ensemble et de vivre dans un bus qui fait office de librairie ambulante, et elles voyagent ainsi de ville en ville partout en France. Et donc nous allons suivre principalement Elphie, qui est le personnage principal de cette série, puisqu'elle a hérité des dons de sorcière de sa mère qui lui a légué également un petit grimoire magique. Ce grimoire a des pierres sur sa couverture et pour pouvoir les charger, elle doit écrire à l'intérieur une histoire ou son journal intime, je ne sais plus, mais elle doit écrire à l'intérieur pour pouvoir les recharger. Ensuite, elle fait un petit origami, que ce soit un objet quelconque ou un animal, elle le pose sur la couverture et tout ceci prend vie. Dans ce tome-ci, elle va rencontrer une jeune sorcière comme elle dans une ville d'Alsace, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et cette petite fille est d'ailleurs grandement douée pour faire toutes sortes de bêtises. C'est franchement trop mignon, les dessins sont absolument adorables et les personnages tout autant. C'est à chaque fois des petites aventures comme ça dans une ville différente qui va apporter une certaine moralité qui est très importante pour les enfants aussi, je pense. Donc vraiment une très très belle découverte. Moi encore une fois, je passe un excellent moment alors que je suis adulte, alors imaginez les enfants quand ils vont découvrir ça. En tout cas, moi ça match complètement, je suis franchement attendrie à chaque fois par ces histoires et j'espère que vous allez peut-être les découvrir parce que franchement ça vaut le coup et les dessins sont encore une fois vraiment trop mignons. Ça en est tout pour les graphiques, on va passer maintenant au roman et j'en ai 5 au total à vous présenter. Et je vais commencer avec une petite nouvelle qui me permet d'ailleurs de conclure enfin une saga. Vous savez, ces one-shots qui s'avèrent être finalement des tomes 1 parce qu'il y a un préquel, parce qu'il y a une petite nouvelle après qui nous permet de continuer l'histoire, bref, vous avez compris le délire. J'ai donc lu Mystery of Thorn Manor de Margaret Rogerson, qui est une petite nouvelle qui fait suite tout de suite aux événements de Sorcery of Thorn finalement. C'est un conte d'hiver tout mignon avec l'ambiance qui va bien avec, donc encore une fois, heureusement que je l'ai pas fait tarder. Et je vous avoue que, outre le fait qu'il fasse même pas 200 pages, c'est un petit peu ce qui m'a motivée à le lire à ce moment-là. Alors en toute honnêteté, franchement je pense que j'aurais pu m'en passer. Ça n'apporte pas grand chose à l'histoire qu'on a finalement dans Sorcery of Thorn, ça nous permet juste de faire durer un petit peu plus le plaisir pour retrouver les personnages principaux, passer un petit peu plus de temps avec eux, avec une toute autre histoire, beaucoup plus légère, beaucoup plus douce, et c'est vraiment un petit conte en fait, et effectivement. Le manoir Thorn commence à faire un petit peu des siennes au niveau de ses protections, donc ça va obliger nos protagonistes à se plonger dans les secrets de ce manoir, mais aussi l'arbre généalogique des Thorn. Je trouve qu'ici on s'est davantage intéressé finalement au manoir, à ses particularités, à ses secrets, à ses descriptions d'ambiance, de pièces, etc. plutôt qu'à l'évolution des relations entre les personnages. Enfin, on a un personnage en particulier où on nous sous-entend certaines choses au niveau de son passé, mais il n'y a rien qui est développé à ce sujet malheureusement, et j'aurais aimé quand même en savoir un petit peu plus. Mais en même temps, en même pas 200 pages, c'était un petit peu compliqué de tout faire rentrer, donc on va dire que ça fait quand même le café. Je pense que c'est surtout en fait un petit roman qui a été créé pour les fans, pour faire durer un petit peu plus le plaisir finalement, pour pouvoir continuer à voir les protagonistes qu'on aimait tant, pour pouvoir avoir une petite suite sympathique, mais franchement clairement on peut s'en passer. Si vous avez moyennement aimé Sorcery of Thorn ou que vous aimez mais que bon ça peut s'arrêter là, n'allez pas forcément vous jeter sur cette histoire. Donc plutôt agréable dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, mais ma petite problématique c'est que je l'ai lu beaucoup de temps après Sorcery of Thorn, donc je me rappelais plus de certains personnages, donc franchement compliqué pour se remettre dedans, et quand vous vous remettez dedans, bah le livre est déjà terminé. Donc si vous avez l'occasion, je pense que ça serait plutôt sympa quand même d'enchaîner après Sorcery of Thorn avec Mystery of Thorn Manor. Une petite lecture commune que j'ai faite d'ailleurs avec une des abonnées, j'ai lu Les Noces de la Renarde de Florian Soulas qui a été publié chez Scrineo. C'est un roman fantastique autour de la mythologie japonaise et en particulier autour des yokai. On se retrouve dans ce roman avec deux temporalités, de nos jours au Japon, avec une jeune adolescente qui peut voir les yokai et qui se fait un petit peu, beaucoup même, martyriser par l'un d'entre eux au sein de ses rêves. Et bien des siècles auparavant, nous allons suivre une yokai, une renarde justement, qui a une véritable fascination pour les humains. Bien sûr, il va se passer un certain nombre de choses pas très sympathiques des deux temporalités qui vont donner lieu à pas mal d'intrigues, pas mal de remue-ménage, pas mal de rebondissements et tout ce qui s'ensuit. Ce roman, je l'ai trouvé assez complexe, du moins au début, parce qu'on nous mentionne énormément de yokai, et si vous êtes comme moi, que vous y connaissez pas grand chose, ben c'est assez difficile de tous les assimiler et se repérer, parce qu'il me semble pas qu'il y ait le glossaire en plus, c'est dommage, ça aurait été sympa d'en mettre un pour avoir vraiment tout le lexique des yokai et ce que c'est ces choses. Mais je pense que pour ceux qui sont fans justement de ces histoires de
yokai, mais vous allez adorer ce livre. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un roman franchement très bien ficelé, très intéressant. J'ai passé franchement un très bon moment de lecture, même si je dois avouer que certains moments ont traîné un petit peu en longueur et que certains sujets ont manqué un petit peu d'approfondissement. Dans le présent, on va être avec une enquête qui va nous amener à rechercher celui qui est en train de massacrer tous les yokai, et notre jeune adolescente va aussi essayer d'en savoir plus finalement sur son passé. Elle va être en quête de vérité sur elle-même. Certains points ont été quand même vachement évidents pour moi, donc je sais pas si c'est parce que je lis beaucoup de romans, donc il y a certaines choses qui sont un peu plus facilitées en termes de logique dans ma tête, mais en tout cas ça m'a pas empêché de passer un très bon moment même si j'avais deviné tout ça. Il y a même certaines choses où j'ai été quand même assez surprise par les révélations. Je pense que ce qui fait qu'il n'est pas plus haut dans mon classement pour ces lectures de ce mois-ci, c'est qu'il y a eu pas mal de longueur et c'est un roman dans l'ensemble assez contemplatif. C'est pas pour me déplaire, hein, j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'il y a certaines longueurs qui rentraient quand même en compte là-dedans. Mais le côté contemplatif avec cette ambiance vraiment onirique qui se dégage parfois est vraiment prenant et vraiment enivrante, donc j'ai beaucoup aimé, c'est très bien amené. En bref, une très bonne lecture et je suis trop contente de l'avoir lu parce qu'il me faisait très envie et c'était un cadeau de ma maman d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que j'ai terminé une saga étant donné que le prochain tome c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie mais dans l'univers? Vous voyez la chose? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai écouté en lecture audio le 3e tome de Shades of Magic, donc ici Shades of Light, qui est écrit par Vi Schwab et publié aux éditions Lumen. Un vrai bébé quand même, je suis désolée mais il est franchement énorme, il est presque aussi gros que le tome de la nouvelle trilogie là, alors que les 2 premiers tomes étaient plutôt assez petits quand même, parce que même si c'est Lumen et que c'est écrit gros, il est quand même mastoc. Shades of Magic, c'est un roman où vous êtes dans votre univers mais avec des univers parallèles. Vous avez en fait 4 univers parallèles qui sont tous reliés par la ville de Londres. Nous avons donc le Londres gris qui est notre monde à nous où il n'y a pas de magie. Il y a le monde rouge où c'est celui de Kel. La magie est omniprésente, elle est partout. Il y a le Londres blanc où à l'inverse la magie est complètement inexistante, elle est même très rare et les habitants sont prêts à n'importe quoi pour pouvoir en avoir un petit peu. Et enfin nous avons le Londres noir qui lui n'existe plus parce que la magie l'a complètement consumé. Nous retrouvons donc notre duo avec Kel et Lila qui est une femme indépendante, franchement badass. Si vous voulez une idée pour la carte de mon Tarot Books Challenge de l'impératrice, et ben vous pouvez foncer avec cette trilogie. Et dans ce 3e tome, ils font donc face à la menace tellement importante qui se dévoile dès le tome 2. L'affrontement est donc inévitable, le combat est à son apogée et nous arrivons donc à la conclusion de cette histoire. Un roman beaucoup plus long, comme je vous le disais, franchement il m'a tenu un certain temps, mais c'est super intéressant. Vous avez un point de vue qui est omniscient, donc vous avez énormément d'éléments et de détails. En plus de ça, on va balayer tous les personnages permettant d'en apprendre un petit peu plus sur chacun d'entre eux, donc vraiment c'est un univers qui est extrêmement riche et passionnant. Comme vous allez en apprendre plus sur certains de ces personnages, vous allez forcément vous attacher d'autant plus à eux. Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus et m'attarder davantage sur ce tome-ci parce que j'aurais franchement peur de vous spoiler le tome 1 ou le tome 2 parce que je ne sais plus vraiment dans quel tome se révèlent certains éléments, donc je vais peut-être ne pas m'attarder trop et ne pas en révéler davantage. Mais j'ai quand même énormément aimé cette conclusion qui n'en est franchement pas vraiment une, parce que quand on voit la fin, le retour dans un certain univers, ce qu'il se passe, un certain passage en fait vraiment du roman, je me suis posé la question vraiment si c'était une conclusion, une véritable fin. Pour ceux qui l'ont lu, vous verrez peut-être le passage dont je parle, mais franchement j'aimerais beaucoup en parler avec vous parce que je me pose beaucoup de questions. Et donc c'est pourquoi je ne vais pas tarder à enchaîner avec Thread of Power, je pense, qui est donc le premier tome de la nouvelle trilogie dans l'univers de Shades of Magic. En plus de ça, d'après les retours que j'ai eus, il semblerait que ça soit une suite aux événements puisqu'on va retrouver les mêmes personnages. Je pensais qu'à la base on allait avoir une toute nouvelle protagoniste, mais en fait pas du tout, on va retrouver Kelly-Lila, donc j'ai bien hâte de savoir. Par contre je ne suis pas sûre qu'il est possible de lire la nouvelle trilogie, donc Thread of Power, sans avoir lu cette première trilogie avant, vu que vous allez retrouver des personnages. Je pense que vous allez retrouver aussi des éléments d'intrigue de la première trilogie, donc c'est important de les lire dans l'ordre. Ah, nous arrivons avec la toute dernière nouveauté, enfin plus pour longtemps je pense, suivant quand est-ce que je poste cette vidéo, tout dépendra. D'Ariel Holz, puisque j'ai lu Runborn, le premier tome, Tyr, qui est publié chez les éditions Gulfstream Éditeur. C'est un service de presse que j'ai reçu quand j'étais à Montreuil, puisque j'ai été invitée à un événement de la maison d'édition où il y avait l'auteur et on nous présentait leur programme et j'ai eu la chance de recevoir du coup ce petit ouvrage. Ce roman est une dark fantasy young adulte, je dirais, mais faites attention quand même
aux mains dans lequel vous le mettez, puisqu'il y a des scènes qui sont quand même très violentes, très sanglantes et très macabres, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Le Ragnarok, donc la fin du monde dans la mythologie nordique, s'est déroulé, c'est arrivé, les dieux ont disparu tout simplement. Parce que peut-on dire qu'un dieu est véritablement mort? Je ne sais pas. Et pour cause, Odin, dans ses derniers instants du Ragnarok, a transmis à des humains une rune comprenant l'essence d'un dieu. Donc il y a 24 runes au total, 24 humains porteurs de ces runes qu'on appelle des Runborn qui vont devoir se rassembler. Le but va être donc de rassembler toutes les runes ensemble pour faire renaître les dieux. Mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît, car tout le monde n'est pas forcément dans le même camp. Ça a beaucoup évolué depuis le Ragnarok, il s'est passé beaucoup de choses et la religion s'en mêle aussi. Tout le monde ne va pas poursuivre les mêmes objectifs et en plus de ça, vous avez le principe du dernier souffle, chose très sympathique, c'est-à-dire que le moyen le plus simple en fait pour récupérer une rune, pour rassembler les runes, c'est de tuer son porteur. Parce qu'une fois que vous allez tuer le porteur, la rune va se transférer du porteur à celui qui l'a tué. Donc si on veut un moyen rapide et efficace pour rassembler les runes, tu tues tout le monde. C'est pas forcément l'objectif qui va être poursuivi par notre protagoniste principal qui s'appelle Tyr, qui possède une rune. Et c'est son voyage à lui qu'on va découvrir dans ce premier tome, avec toutes les péripéties qui en découlent. Et gardez bien en tête, encore une fois, que c'est un livre qui n'est pas bien sympathique. Les personnages sont franchement attachants et j'ai beaucoup aimé leur construction puisque chacun des porteurs de runes va avoir un petit peu de la personnalité de ce dieu qui représente la rune en question. Donc vraiment ils ont une personnalité qui est influencée par cette rune là, donc je trouve ça super intéressant en fonction du dieu qui est abordé. Et franchement je trouve cette mythologie absolument fascinante et je pense que c'est pour ça que j'ai autant accroché à ce tome-ci. Et si vous n'y connaissez pas grand chose, ne paniquez pas, que ça ne vous refroidisse pas pour découvrir ce roman là, puisqu'à la fin vous avez un glossaire qui va vous récapituler les runes et toutes sortes de terminologies, etc. associées à l'univers et à la mythologie nordique, et vous allez pouvoir très rapidement vous familiariser justement avec l'univers. Et cet univers d'ailleurs, la construction autour de la mythologie est absolument passionnante, fascinante, impressionnante aussi. J'ai absolument adoré, surtout avec le côté post-apocalyptique, avec ces artefacts, si on veut, des anciens dieux qui se sont échoués sur Terre et qui forment maintenant des choses un peu spécifiques, dotées de magie. Enfin, vous allez voir, mais en fait, vous avez vraiment ces choses qui sont sur la Terre maintenant et qui ont une part d'un dieu, qui ont une part de leur essence et qui ont quelque chose de très fascinant, enfin je trouve finalement, dans l'univers et dans ce qu'ils apportent en plus. L'auteur joue très bien avec ces différents aspects et ça le rend d'autant plus sombre l'univers, et encore une fois je vous le précise, c'est très sanglant, faites attention. Franchement il faut s'accrocher avec ce livre, mais dans le bon sens du terme, car je trouve qu'on est souvent surpris finalement avec les différents événements et l'auteur n'est pas tendre avec ses personnages, au contraire c'est ce qui me fait vraiment très peur pour la suite. Suite qui d'ailleurs arrive avant la fin de l'année, donc si vous aimez bien les dark fantasy un petit peu sombres avec de la mythologie nordique, je pense que vous pouvez foncer sur Runborn, c'est vraiment une pépite. Et on termine donc avec un coup de cœur qui n'est pas forcément une grande surprise pour certains d'entre vous, puisque j'ai lu le tome 2 du manoir de Castle Cats d'Alain Tepus-Sigurd. Donc c'est les larmes de Cernunnos, si je prononce bien, mais à mon avis je ne le prononce pas bien. C'est publié chez les éditions Scrineo et là comme vous le voyez avec la couverture, c'est une lecture absolument parfaite pour l'hiver, donc je ne pouvais pas le faire traîner non plus. Un roman jeunesse avec des petits chats qui font de la magie, n'est-ce pas trop mignon? Et regardez cette chose qui est mignonne là, elle est complètement allongée comme ça sur le dos. Donc comme je vous le disais, c'est une sorte de Poudlard avec des chats, puisque nous allons suivre des petits chats trop mignons qui vont essayer de rentrer dans le manoir de Castle Cats, qui est une école de magie pour devenir aspirant. Il y a des cours de mécanimation, d'alchimie et de magoculture, mais aussi des épreuves pour leur faire passer la prochaine étape de leur apprentissage. Donc généralement une année se déroule en plusieurs quarts chez eux et correspond donc à des saisons. Le tout avec une menace de fond qui est franchement super intéressante et qui met en place tout l'univers magique autour avec ses créatures. Un roman tendre avec beaucoup d'humour aussi qui va jouer avec les expressions pour les faire correspondre au langage félin. L'amitié tient une place très importante dans ce roman et je trouve que c'est absolument adorable, mais aussi vous allez avoir toute une question d'apprentissage de soi et de la confiance qu'on peut se porter. Surtout que dans ce tome 2, je me suis pas mal identifiée finalement au personnage principal de Kovan, qui va avoir des réflexions et un sentiment que moi je ressens beaucoup justement, notamment sur sa propre confiance en soi, sur ses capacités et sur sa légitimité à être au manoir de Castle Cats. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis beaucoup identifiée et que ça m'émule une petite larmichette quand même à l'œil à la fin du roman. Pour la toute première fois aussi, on va
va sortir des murs de l'école pour découvrir une toute nouvelle ville. Et j'ai absolument adoré ce passage-là, mais absolument je suis en adoration envers ces boules de poils, donc je suis peut-être pas très objective, mais en tout cas je suis vraiment à fond dans cette aventure. Sachez d'ailleurs que le tome 3 est déjà prévu pour la fin d'année. Chaque tome est d'ailleurs centré sur une saison puisque ça correspond aux différents quarts d'apprentissage justement au niveau de l'école. Le fait qu'on va passer à chaque fois une épreuve à chacun de ces quarts, donc vraiment il y a une importance au niveau des saisons et je trouve que c'est super pour les lecteurs qui font leur pile à lire en fonction des saisons justement. Nous avons déjà eu un tome sur l'automne, donc c'était le tout premier, l'automne des aspirants, qui correspond à l'arrivée de Kovan et ses amis au sein du manoir. Là nous sommes avec du coup l'hiver, le deuxième quart, et pour le prochain tome ça sera sur le printemps. Dans le tome 2 c'est les larmes de Cernunnos qui nous attendent en termes d'épreuves. Une véritable quête de vérité mais aussi tout un mystère qu'il va falloir résoudre pour arriver à l'épreuve. Je trouve encore une fois qu'il y a de belles valeurs qui sont dissimulées au sein de ces pages et c'est vraiment un régal, je suis complètement attendrie par cette histoire. Bref, vous l'aurez compris, j'ai un véritable coup de cœur pour cette saga. Pourtant je ne lis absolument pas de jeunesse et là c'est vraiment une saga à laquelle je suis tellement accrochée. Peut-être parce que je suis plus team chat que chien, je ne sais pas. De quel team êtes-vous? Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre plein d'émojis de chat en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!